jeu avec tout un tas de mécaniques super intéressantes, et une histoire à la fois complexe et simple faite par les développeurs de What Remains of Edith Finch. D'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. The Unfinished Swan nous transporte dans un conte pour enfants pas aussi innocent qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon aventure dans ce monde fantastique. La mère de Monroe avait toujours eu du mal à mener à bien les projets qu'elle entamait. Lorsqu'elle mourut, Monroe se sentit aussi incomplet que les 300 toiles inachevées qu'elle avait laissées derrière elle. L'orphelinat ne l'autorisa à conserver qu'un seul tableau. Il choisit le cygne inachevé, la toile préférée de sa mère. Mais lorsqu'il se réveilla cette nuit-là, le cygne avait disparu. Il prit le pinceau d'argent de sa mère et suivit des empreintes menant à une porte qu'il n'avait jamais remarquée. Pour ce premier niveau, on peut lancer de la peinture pour découvrir notre environnement. Et je vous avoue qu'au début, c'est surtout source de frustration, parce qu'il est justement très difficile de se retrouver. Il faut trouver un juste milieu, entre ne pas mettre trop de peinture pour éviter de s'y perdre, et en mettre assez pour comprendre notre chemin. Mais plus on avance, plus ça devient intéressant, parce qu'en quelque sorte, on crée notre propre vision. Chaque joueur aura une expérience différente, parce que chaque joueur n'aura pas forcément d'une part le même regard, mais surtout la même façon de se repérer. Bon, il n'empêche que ce niveau, à l'image, il rend pas très bien. À vrai dire, c'est surtout l'imagination qui prime ici. Je vais globalement vous expliquer ce que l'on trouve dans ce niveau. On débute dans une sorte de village, à vrai dire je ne sais toujours pas vraiment ce que c'est ici, ça ressemble un peu à une ferme, et lorsque l'on sort de cet endroit on arrive dans un marécage. On tombe d'ailleurs sur une énorme grenouille, et lorsque l'on tire dessus, elle s'échappe dans l'eau, bon et puis elle se fait manger par un énorme poisson. On fait donc le tour, et là on arrive devant un énorme château. Dans ce château on trouve principalement des statues avec des attributs dorés, il y a notamment une statue d'un roi avec une couronne dorée, ou encore une queue de cochon dorée, ou même une corne de licorne dorée. Ce qui est vraiment cool ici, c'est qu'il y a des moments où on peut se poser pour regarder tout le niveau. On voit donc l'effet qu'on a eu sur l'environnement et ça c'est vraiment stylé. Genre on a l'impression d'avoir fait une œuvre d'art. En continuant d'avancer on tombe sur une grille fermée mais surtout sur une lettre. En lançant de l'encre dessus, une page se découvre. On apprend que le roi était arrogant mais qu'il avait beaucoup de talent, notamment pour la peinture. Lorsqu'il se retrouva à designer son jardin, il ne trouva aucune couleur digne d'avoir sa place ici. Mais pendant ce temps, de plus en plus d'habitants gagnent le royaume et avec ces nouveaux habitants, de nouveaux problèmes sont apparus. Après tout ça, logiquement on continue d'avancer et on voit notamment une montgolfière. Bon, ok, là je me suis fait franquer. Bon, par contre il y a un signe juste devant. On va essayer de le suivre. Et j'accède alors à la deuxième partie qui ressemble à l'intérieur du château ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faut noter c'est que tout semble abandonné. Mais à part ça, cette pièce elle est très bizarre. Bon, là à première vue elle a rien de spécial. Mais maintenant si je vous montre ça. Là il y a littéralement une porte. Je me dis que pour accéder à la suite faut passer par là. Je l'emprunte et... Attendez, mais c'est la même pièce que celle d'avant. Ouais, là c'est bizarre, ça fait une sorte de boucle. Ok, alors il y a des palmes de cygne qui montent jusqu'en haut. Je pense qu'il faut accéder à cet endroit. Mais comment? Ok, donc il y a aussi une boucle quand on saute ici. Donc ça veut dire que si je vais de l'autre côté et que j'essaye d'atterrir ici, bingo. En soi, c'était pas une énigme très difficile, mais je trouve l'idée juste trop bien. Et en arrivant dans cette pièce, il y a deux choses étranges. Déjà, l'endroit où je dois aller par la suite, il est très clairement visible, alors que jusque là tout était blanc. Et puis l'autre truc étrange, c'est que je peux plus retourner en arrière. Bon, ici il y a une deuxième lettre et on en apprend plus sur cet endroit, mais aussi la zone à venir. Les nouveaux arrivants en avaient marre du blanc, ils passaient leur temps à trébucher et avaient du mal à retrouver leur maison. Du coup, ils ont décidé de prendre les choses en main. Ils sont allés peindre eux-mêmes la cité, et ça a pas trop plu au roi, qui a banni tous les pinceaux qui n'étaient pas magiques et a passé un mois à peindre des ombres. Et très honnêtement, merci à lui, le jeu est beaucoup mieux comme ça. C'est vrai que le premier niveau était sympa, mais ne pas avoir à se soucier où on marche, c'est quand même super cool. D'ailleurs, il y a un énorme aquarium où l'on retrouve le géant poisson du début. En continuant d'avancer, on arrive dans l'atelier du roi, et il y a même un tableau mis en abîme de lui-même en train de peindre. Bon, le mec a très clairement la grosse tête, hop, il n'existe plus. On retrouve aussi une maquette du premier château, donc globalement voilà à quoi il ressemblait. C'est quand même beaucoup plus facile de le voir comme ça. Par la suite on retrouve le cygne, mais surtout là il y a un immense labyrinthe. Bon, si on nommait ça vraiment, la zone est super stylée. On suit donc le cygne et il se dirige vers le château. Bon je crois qu'on n'a pas trop d'autre choix que de faire le labyrinthe. Bon, en vrai il était pas si long que ça. Et en plus on trouve une lettre où l'on apprend que le roi a créé ce labyrinthe juste pour le fun en gros, mais qu'il avait pas pensé au côté pratique. Du coup des familles entières s'y sont perdues et le courrier mettait des mois à arriver et le roi finit par céder. En même temps il est quand même vachement bizarre ce roi. On dirait qu'il suit ses pulsions, c'est une dinguerie. C'est littéralement un enfant de 3 ans à qui on aura donné du pouvoir. Mais bref, après quelques minutes j'arrive enfin à la sortie du labyrinthe. Comme téléporté, je me retrouve sur le château. Et regardez-moi cette vue, c'est trop stylé. D'ailleurs il y a la montgolfière et on retrouve le cygne. Il y a aussi une lettre. Et ce qu'on apprend c'est vraiment chaud là. Le roi en avait marre que les habitants se plaignent. Du coup il s'est littéralement construit un bateau pour fuir. Dans là très clairement l'enfant de 3 ans c'est littéralement ça quoi. On monte dans la montgolfière et...
Monroe n'avait pas été aussi serein depuis longtemps. Il se sentit encore mieux lorsque le vent lui permit d'atteindre le cygne. D'ailleurs, il se sentait tellement bien qu'il en oublia même son vertige. Mais lorsque le cygne s'échappa et le précipita dans le vide, il s'en souvint immédiatement. Monroe aurait pu trouver la mort si l'histoire s'était arrêtée là. Mais elle continue, et les ennuis de Monroe ne faisaient que commencer. Monroe s'extirpa de l'eau et découvrit une ville gigantesque. Mais il ne voyait ni le cygne, ni âme qui vive. Enfin, à l'exception d'une énorme paire de pieds. Elle appartenait à un géant qui aurait pourtant pu l'aider à attraper le cygne, mais malheureusement, c'était le géant le plus paresseux au monde. Et il était en congé. Après avoir festoyé gaiement, il avait sombré dans un sommeil profond et n'entendait pas les cris de Monroe. Alors qu'il cherchait un moyen de réveiller le géant, Monroe aperçut un navire qui flottait non loin. On se retrouve alors dans une ville et il y a de la couleur, donc ça c'est cool. Je me dirige vers la porte et je vois qu'il y a une sorte de manivelle. D'ailleurs, je lance plus de la peinture, je lance de l'eau. Je fais tourner la manivelle, ce qui me permet de passer à la suite. En passant sur le pont, je trouve une lettre où on apprend d'ailleurs que les géants étaient un peu exploités pour faire toutes les tâches ingrates et que du coup, le géant qui dort juste à côté, il est bien content que les gens aient fui. Parce que oui, les gens ont fui. Ce qui explique d'ailleurs que tout soit abandonné. Mais pourquoi? C'est bizarre. Bon, nous on a un autre problème, c'est qu'il y a un barrage et là je me retrouve obligé d'aller dans les égouts et c'est pas évident d'y voir quelque chose, donc je mets de l'eau. Dans ces égouts, il y a une autre lettre qui nous montre encore une fois l'égoïsme de ce roi, puisqu'il aimait fabriquer des pots, mais quand les habitants de sa cité lui firent remarquer que pour faire ses besoins c'était un peu compliqué et qu'il faudrait peut-être fabriquer des égouts, il n'y porta pas attention. Du coup sans réel autre choix, les habitants se servirent de ces pots pour voilà quoi. Et voyant ça, il n'eut d'autre choix que de construire des égouts. C'est vraiment une dinguerie d'avoir une mentalité comme ça, c'est chaud. Après tout ça, j'accède à une manivelle qui me permet d'ouvrir le barrage et donc de passer à la suite. J'entre donc dans un géant tunnel et c'est un peu flippant parce qu'il y a des bêtes étranges, mais je réussis à en sortir sans encombre. J'arrive ensuite dans un endroit avec plein d'échafaudages et d'échelles. J'arrive tout en haut et là il y a une grue, mais surtout une porte ouverte donc on va essayer d'y aller. Je grimpe sur cette grue, je la fais tourner et bingo, je peux passer. D'ailleurs après avoir passé la porte, je tombe sur un télescope qui nous montre un dirigeable mais surtout le cygne. Ok, donc on a notre objectif. Je me retrouve ensuite dans ce qui semble être la place du château et il y a des plantes qui sont mortes. J'ouvre une porte et j'arrive dans un endroit énormément sombre avec une des bêtes qu'on avait vues dans le tunnel. Mais bon, au moins ça me permet d'accéder à un endroit où je réactive la circulation de l'eau, ce qui permet aux plantes de revivre. Enfin ça c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose pour le château, puisqu'on apprend grâce à une lettre que plus la population augmentait, plus les déchets s'éparpillaient. Le roi a donc décidé de peindre des canaux pour les emporter, bon et pour emporter aussi les enfants qui se perdent. Ouais non là j'ai pas très bien compris, mais ça a eu comme effet de faire pousser des lianes et peu à peu elles se mirent à recouvrir tout le château. Et la mécanique ici est juste super satisfaisante. En gros on balance de l'eau sur les plantes et elles s'agrandissent. Quoi, je viens de passer 20 minutes à faire ça? Je vois pas de quoi vous parlez. Mais bref, grâce à ça on peut accéder à l'autre zone. Bon après le reste du niveau c'est principalement des énigmes avec les lianes, donc c'est pas forcément très intéressant à raconter. Juste je viens de faire une baleine. Mais bref, j'arrive ici. Je monte un arbre, oh non un autre labyrinthe, et il y a une fusée qui décolle. Ok, bon du coup je me dirige vers le labyrinthe et je tombe sur une lettre qui nous dit que le roi a ordonné à ses sujets d'arracher toutes les branches qu'ils voyaient. Mais à vrai dire ils étaient fatigués de ces innombrables décrets et du coup pour protester ils ont décidé d'arroser ses vignes en secret. Et j'ai bien envie de lui dire bien fait pour lui. En continuant d'avancer j'arrive dans la salle des banquets du roi, je passe par la cheminée, ce qui permet d'accéder au toit et notamment de retomber sur un télescope qui nous montre quelque chose de bizarre. Là il y a une statue qui ressemble à la statue de la liberté et quand on zoome dessus on voit que quelqu'un habite dedans. Ouais c'est vraiment bizarre. Et juste à côté on a une autre lettre où l'on apprend que le roi n'aime pas la mer parce qu'un jour il avait presque réussi à faire un château en un jour. Bon ça a l'air d'être un château de sable mais quand même, et les vagues l'ont emporté. C'est donc depuis ça qu'il a décidé de construire un royaume éternel. Et il lui en faut peu. Par la suite, là c'est littéralement des requins hein. Bon après quelques sauts et un peu d'escalade, on retombe encore une fois sur une lettre où l'on apprend que pour lutter contre les vignes, le roi a décidé de créer un monstre, une sorte de plante piranha, mais c'est après l'avoir créé qu'il remarqua son erreur, parce qu'elle fit plus de dégâts qu'autre chose. Après tout ça, on arrive sur un château d'eau, on peut utiliser un tuyau d'arrosage, et c'est vraiment satisfaisant. Au-delà de ça, ça nous permet d'accéder à une tour,
où l'on apprend que la plante avait bel et bien fait beaucoup de dégâts et que le roi a eu besoin de faire appel au géant et à son hippopotame domestique pour la chasser. Ouais, un hippopotame domestique, posez pas de questions. Une fois arrivé au sommet de la tour, déjà on apprend que tous les sujets du roi sont partis suite aux événements, laissant alors le château et la cité à l'abandon. Et on retrouve aussi notre ami le cygne, juste à côté du dirigeable. On entre donc dans le dirigeable et... Monroe fit ses adieux au géant et prit la mer. Quelle que soit sa vitesse, le cygne restait toujours hors de portée. Ainsi, Monroe se mit à songer que le cygne le conduisait peut-être quelque part. Ils s'enfoncèrent dans un nuage et tout s'assombrit. Monroe navigua dans l'obscurité, suivant le chant du cygne, sans jamais rien voir, ni les étoiles, ni le cygne, et certainement pas l'arbre où il s'encastra. Lorsque le ciel se dégagea, le cygne était parti, et Monroe était seul au milieu d'une immense forêt. Comme il n'avait pas d'autre issue, il sauta. Je me retrouve donc sur l'île qu'on avait aperçue grâce au télescope, et ce qui est sûr c'est qu'il fait sombre. Je m'aventure dans cette forêt, attiré par cette lumière, mais je tombe dans une faille. Perdu dans la pénombre, je n'ai pas d'autre choix que de suivre les autres lumières, mais je tombe rapidement sur des bêtes. Et ce qui est sûr c'est que ce niveau il tranche très clairement avec les autres. Là où depuis le début du jeu on pouvait chill, prendre notre temps, observer, là c'est plus compliqué, parce que notre seul ami ici c'est la lumière. Et quand on reste trop longtemps dans la pénombre, on se fait attaquer. Donc il y a vraiment un stress. Premier degré j'ai flippé de fou, mais bon, on reste toujours guidé par ces palmes de cygne. Une fois arrivé dans un endroit à peu près safe, on apprend que le roi en avait marre de créer des royaumes et du coup il a décidé de transmettre son héritage autrement en fondant une famille. Et pour cela il va entreprendre de construire une maison. Un peu plus loin on apprend aussi qu'il a peint sa propre femme qui est le portrait craché de lui-même en femme. Et il est tombé éperdument amoureux d'elle. Déjà ça montre très bien qu'il s'aime beaucoup parce que tomber amoureux de son propre double féminin c'est un peu tomber amoureux de soi-même, mais bref. En continuant d'avancer je tombe sur quelque chose d'assez étrange. Et c'est là qu'apparaît une mécanique vraiment super intéressante. En fait, on est littéralement dans un autre monde où on peut créer des plateformes. Ces plateformes, elles vont se répercuter dans la réalité. Et donc là, par exemple, dans la réalité, je ne peux pas accéder à la maison. Mais en construisant une plateforme ici, je fais apparaître une plateforme dans le monde réel, ce qui me permet de pouvoir y aller. Et très honnêtement, je trouve que c'est vraiment stylé. Genre l'idée en elle-même pourrait être un jeu à part entier. Après être entré dans la maison, on apprend que le roi était très heureux. Et donc il décida de peindre plein de cadeaux pour sa reine. Mais à vrai dire, elle s'en foutait un peu. Le seul cadeau qu'elle garda, c'est un pinceau en argent. On apprend aussi que le roi passait ses journées à créer des nouvelles pièces pour sa maison, puis les abandonnait, car il les trouvait indignes de sa reine. Pendant qu'il dormait, sa femme, elle crée des animaux, et entre-temps, elle est aussi tombée enceinte. Dans cette pièce, on arrive encore une fois dans l'autre monde. Ici, il faut compléter le trou pour pouvoir passer à la suite. Bon, à vrai dire, c'était assez simple. On arrive ensuite ici, et surtout, on doit grimper une énorme tour. Bon, je vais vous passer cette énigme parce qu'en vrai, elle est un peu longue et pas forcément très intéressante, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en haut il y a un télescope qui nous montre la lune du monde réel dans le jeu et on voit qu'il y a deux personnes. Alors à vrai dire, même après avoir fini le jeu, j'ai toujours pas d'explication, mais c'est bizarre. Une fois revenu dans la maison, on peut se diriger vers la statue, mais avant on tombe sur une lettre où l'on apprend que la femme du roi est partie alors même qu'elle allait accoucher. Elle a juste apporté un tableau inachevé. Ouais, ça a un peu aucun sens. Et suite à cela, le roi arrêta de peindre pendant 9 ans, sûrement déprimé. Puis un jour il eut une idée, construire une énorme statue de lui pour que les gens se rappellent de sa personne. Mais il n'eut jamais le temps d'achever son œuvre puisqu'un beau jour, il arrêta de peindre. Il s'asseya avec son hippopotame de compagnie et ne bougea plus. Bon grosse ambiance. Quant à nous, on grimpe la statue qui est littéralement en train de s'effondrer et on tombe enfin sur le roi. Alors que Monroe tentait de trouver quelque chose à dire, la statue tressaillit et l'écoutille se referma. Toute parole était maintenant inutile. Le roi était réveillé. Ah, c'est toi, le garçon de mon rêve. C'était un rêve des plus étranges. J'assistais impuissant à la destruction des œuvres de ma vie. Viens, assieds-toi près du feu. Tout a commencé ici, dans la maison de mon enfance. J'ai entendu des coups à la porte, comme la nuit de mon départ. Derrière la porte, il n'y avait rien, seulement un grand vide blanc. En sortant, j'ai été saisi d'horreur. Un mécréant avait mis de la peinture partout. Mon jardin était anéanti. C'est là que ma statue a pris la parole.
À l'aide! Un petit voyou s'amuse à asperger le jardin de peinture. Je crois qu'il se dirigeait vers... Ah! J'en ai un peu dans la bouche. Oh non! J'ai vu mon labyrinthe inachevé, abandonné, oublié de tous. Puis le générique est apparu. Vos rêves ont un générique? Oh oui, et des sous-titres. Puis, j'ai vu ma belle cité étranglée par cette vigne dégoûtante. Elle aurait dû survivre au siècle. Un seul aura suffi pour qu'elle disparaisse, engloutie par les herbes. La salle du banquet était remplie, comme autrefois. Elle sentait bon l'oie rôtie. Pendant un temps, je me suis senti heureux. Soudain, j'étais à nouveau seul. Le monde était devenu froid et sombre. Je sentais ma propre mort approcher. Je voyais des débris de la maison que j'avais commencé à construire. Au bout de 10 ans à peine, voilà qu'elle tombait en ruine. Mes œuvres, que je voulais impérissables, disparaîtront bien avant moi. C'était un enterrement. Le mien, apparemment. Il n'y avait personne. À part toi. J'ai vu mon monument. Mon dernier espoir pour que l'on se souvienne de moi. J'ai avancé dans sa direction. À chaque pas, je grandissais un peu plus. Je grandissais encore et encore, comme un adolescent. Oh. J'ai appliqué une simple pression et mon monument s'est écroulé. J'avais sous les yeux tout le travail de ma vie. Mes œuvres s'effondreraient ou disparaîtraient sous la peinture des générations futures, tout comme j'avais peint par-dessus l'univers d'un autre. Après le chaos, je savais que toutes mes créations disparaîtraient. Assis, le regard perdu dans les ténèbres, je me suis souvenu de toutes mes œuvres commencées et restées inachevées. J'ai eu une révélation. Leur disparition ne m'attristait pas. J'avais pris du plaisir à les créer. Je l'aurais fait quoi qu'il arrive. Étrangement, je sentais qu'à mon réveil, mon travail serait réellement anéanti. C'est là que tu es arrivé. J'ignore ce qui t'amène, mais je suis content de te voir. J'ai quelque chose pour toi. Ce pinceau ne m'appartient plus. J'ai fini mon travail. Il est à toi désormais. J'espère qu'il te rendra heureux. Et qu'on dira un jour de toi que tu valais mieux que ton père. Cette porte te conduira où tu le désires. Mais pars vite, mon enfant. Tout ce monde est éphémère. Cette nuit-là, alors qu'il était exténué, Monroe fit quelque chose dont sa mère aurait été incroyablement fière. Il se mit à peindre. Le jeu est en fait directement relié à l'histoire de Monroe. La femme du roi est en réalité la mère de Monroe et le roi son père. La décision d'abandonner son mari est directement corrélée avec Monroe, qui lui a perdu sa mère. Je pense que c'est l'autocentrisme du roi qui a fait fuir sa femme. Elle n'était qu'une création d'un individu qui voulait en réalité se servir d'elle pour atteindre le bonheur. Mais bref, Monroe se sent abandonné comme l'a été son père avant lui. En décidant de finir la peinture de sa mère, il avance. Le signe n'avait pas été fini, et plus que ça, c'est son cou qui était inexistant, comme un étouffement. On ne voit que très peu la douleur de Monroe dans le jeu, mais je pense que son combat contre le deuil se matérialise via son imagination. Il est à la fois présent dans le jeu en tant que joueur ne connaissant rien de la situation réelle, mais le roi, son père, fait aussi partie de lui. À la fin de cette histoire, il réalise et accepte le fait qu'il ne reverra plus sa mère. Maintenant, il doit faire avec. Elle restera néanmoins toujours avec lui par le prisme du signe désormais fini. J'ai vraiment adoré jouer à ce jeu, parce que même si je connais la réputation du studio derrière, j'ai vraiment été étonné, de par ses mécanismes et son histoire, le jeu réussit vraiment à transmettre quelque chose. Mais bref, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu, et moi je dis bye tout le monde.